émanant de la petite fille des premières, si je puis dire, tenante et défendresse de cette magnifique idée, surtout dans un pays comme les États-Unis, où on connaît l'ambiguïté, si je puis dire, du rapport au mondialisme, à la fois avec une grande ouverture au monde, avec cet American Way of Life qui nous est vendu, survendu et proposé, et en même temps toujours cette tentative de repli nationaliste que nous voyons malheureusement aujourd'hui avec Monsieur Trump. Alors, j'ai l'honneur ce matin de présider ce premier panel qui concerne l'origine du mondialisme. C'est très intéressant. Donc, on vient d'entendre Madame Lloyd présenter le travail de sa grand-mère, Lola Maverick Lloyd. Mais il y en a eu d'autres, et donc nous allons effectivement voir comment hommes et femmes, du reste, parce que les femmes ont souvent été à l'avancée, si je puis dire, sur ces sujets, tout simplement parce qu'elles vivaient dans des sociétés où elles étaient considérées comme des citoyennes de seconde zone, et je dirais même pas des citoyennes puisqu'elles n'avaient pas le droit de vote, donc comme des êtres humains de seconde zone, de cette aspiration à rechercher ce qui rassemblait et ce qui pouvait donner un espoir dans ce qu'il est convenu d'appeler un monde meilleur. Voilà, donc je pense que c'est très important et très intéressant de commencer par l'origine de tout cela. Et je suis donc extrêmement heureuse de pouvoir présider cette première séance. Alors, je ne veux pas être trop longue parce que nous devons respecter un temps de parole pour chacun et que nous avons pris un petit peu de retard. Donc je vais demander à Madame Kessler, qui sera la modératrice, si j'ai bien compris, de bien vouloir introduire la première intervenante. Alors, nous allons laisser la parole à Madame Marteil, qui était mon ancienne professeure d'allemand et que j'ai découverte sur l'histoire du mondialisme. Il n'y a pas de hasard, c'était déjà écrit depuis très longtemps. Donc, elle était mon professeure au lycée et elle est professeure d'études germaniques. Oui, je remercie Nathalie de m'avoir invitée à ce colloque, et je vais vous parler aujourd'hui de la baronne Bertha von Suttner. C'est une Autrichienne qui était célèbre à son époque, mais presque inconnue de nos jours. Sa biographie sera succincte, car ce qui nous intéresse ici, c'est son action pour la paix et son engagement pour un humanisme international. Je dirais qu'elle est née en 1843 à Prague, dans la célèbre famille Kinsky, de la très haute aristocratie autrichienne, une des 100 familles. Elle a donc reçu une éducation conforme à son rang et vécu sans histoire jusqu'à ses 30 ans, où, restée vieille fille, malgré sa beauté, je ne sais pas où est le diaporama, mais... Bon, excusez-moi pour ça, on va rattraper. Il y a un problème technique. Donc, elle, à 30 ans, elle a dû prendre un emploi de gouvernante dans la famille du baron Suttner à Vienne. Elle y est restée 3 ans jusqu'à ce que la baronne découvre l'idylle entre elle et son fils. Elle passe alors une petite quinzaine de jours à Paris comme secrétaire du chimiste Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite, qui, charmé par sa beauté et son esprit, lui a proposé à la fois sa fortune et son nom, mais en lui révélant au cours de leurs nombreuses discussions son désir d'inventer un produit ou une machine produisant un effet de destruction de masse tel que la guerre en deviendrait absolument impossible. En fait, il préconisait d'établir un équilibre de la terreur entre les nations. Bien qu'il ait mis à ses pieds sa fortune, elle est retournée à Vienne pour épouser son Arthur désargenté, mais quelques mois plus tard seulement en secret.
Ils se sont embarqués aussitôt pour la Géorgie où ils ont vécu de 1876 à 1885, 9 années capitales. D'abord parce que pour survivre, ils se sont mis à étudier la philosophie et le droit et à écrire des articles, des nouvelles, des petits romans qui plaisaient bien et leur ont permis d'être connus et de pouvoir rentrer honorablement au pays. L'autre point capital de ce séjour est le vécu en direct de la guerre russo-turque. Ils étaient en plein dans la zone des combats. Désolée, le diaporama devait vous montrer tout ça. De retour au pays en 1885 dans la famille Zuttner, au château d'Armansdorf, près de Vienne, le couple continue ses activités littéraires malgré une cohabitation difficile car les parents étaient proches du pouvoir impérial. Je vous rappelle l'empire de François-Joseph avec Sissi et tout ça. Ils étaient très conservateurs, très pieux et militaristes, alors que le jeune couple était libéral, progressiste, athée et pacifiste. Pas facile. C'est au cours de l'hiver 86 que le couple a pu séjourner à Paris, où ils ont retrouvé Nobel, qui n'était pas rancunier, Nobel. Celui-ci les a introduits dans divers salons où se réunissait l'intelligentsia parisienne, dont je ne citerai aujourd'hui que Renan, Daudet, une certaine Madame Roland, revancharde et nationaliste, mais aussi surtout le docteur Leventhal. Celui-ci leur a parlé d'une association, International Arbitration and Peace Association de Londres, présidée par Hodgson Pratt, et dont le but est de remplacer la violence des armes par la création d'un tribunal d'arbitrage international pour régler les conflits entre les États. Aussitôt, Bertha von Suttner prit feu et flamme pour cette idée. En rentrant de Paris, elle ajoute un chapitre à son excellent ouvrage philosophique, L'âge des machines, déjà prêt à la publication. Elle y développe toutes ses convictions. Si l'ouvrage lui a valu un beau succès dans les milieux intellectuels, il n'a pas touché le grand public. Enfin, pour rendre service ce mouvement de la paix et militer selon ses moyens, elle décide d'écrire un roman afin de toucher le grand public. Et ce fut « Bas les armes », en allemand « Die Waffen nieder », publié fin 1889, une date facile à retenir. Ce roman, écrit sur la base de faits précis bien documentés, décrit les horreurs de la guerre, l'absurdité de la course à l'armement, car la guerre est un crime contre l'humanité, ça c'est une citation, et marque un retour à l'état sauvage. Le succès du roman a été fulgurant. Je vais donc préciser sa conception qui ne variera plus sur les grandes lignes. Pour Bertha von Suttner, la paix n'est pas un état en soi, elle est toujours à construire. Selon la conception habituelle, la paix est en fait un ensemble d'actes diplomatiques, de conventions écrites entre deux ou plusieurs États pour régler la nouvelle répartition des territoires à l'issue des combats. C'est alors une absence momentanée de guerre, elle est toujours armée et dure le temps que les protagonistes refassent leurs forces et qu'une nouvelle alliance se profile à l'horizon. De ce fait, chaque guerre contient en germe la guerre à venir. Chaque nation ou peuple vaincu veut prendre sa revanche et attise chez ses membres la haine pour le vainqueur. L'humiliation infligée à une nation entraîne des réactions terribles dont on ne sait où elles s'arrêteront. Je rappelle juste Versailles, où l'Allemagne a été totalement humiliée et ce qui nous a donné quand même la guerre 39-45. On peut peut-être aussi penser à certaines réactions de la Russie actuelle. Pour Bertha von Suttner, les trois caractéristiques principales de la paix sont qu'elle est une affaire de raison et en aucun cas une affaire de sentiment, qu'elle est universelle et perpétuelle. Donc affaire de raison, universelle, perpétuelle. Elle voit dans la guerre le mal absolu, le pire mal que l'humanité connaisse et sans nul doute l'habitude de faire la guerre, dit-elle, parce qu'elle entraîne la mort d'êtres humains. Oh oui, c'est très très loin. Bon, c'est pas grave, tant pis. C'est la grâce, c'est la destruction. La guerre, c'est la destruction des forces vives de la nation. Elle est contraire à la vie et à la civilisation. C'est une régression culturelle et humaine que rien ne peut justifier. Alors que tout dans la civilisation va de l'avant, la guerre nuit au progrès, à la fois de l'être humain et de la nation, car tout l'argent et toutes les forces créatrices sont au service de l'armement et de la guerre,
et non au service de l'homme. Le surarmement est un gaspillage financier au lieu d'éradiquer la misère du peuple. Pour elle, la guerre est mauvaise dans tous les domaines, humains, social et économique. Elle réfute l'idée que la guerre apporte des progrès scientifiques et techniques. Ces derniers sont le fruit de la recherche, mais ils sont détournés pour la guerre. Je fais allusion par exemple à l'aviation dont elle avait prescrit qu'elle serait utilisée pour la guerre et qui a effectivement été utilisée dès 1911 pour la guerre italo-turque. Les pertes humaines sont considérables, la souffrance des soldats et des civils ne peuvent être considérées comme des progrès et les vertus de courage, force, abnégation, amour de la patrie, invoquées pour défendre la guerre, ne peuvent justifier celle-ci qui déshumanise, transforme en tigre et en démon. En plaçant l'homme au centre de son système de pensée, elle se bat pour que l'humanité progresse. Son engagement. Avec son roman Bas les armes, Bertha von Suttner endosse le rôle de vulgarisatrice de la paix par l'écriture, mais dès 1890, l'énorme succès du roman propulse les époux Suttner, mais surtout Bertha, sur le devant de la scène publique européenne. Son action peut se synthétiser en 6 formes d'activité. La création de la Société de la paix, Venise en 91, l'Autriche en novembre 91, suivi par Berlin en 1892 et Budapest en 95. Deuxièmement, la Fédération des mouvements de la paix. La fédération s'est constituée à Berne en 1892 à la suite du Congrès de Rome. Bertha en était vice-présidente car une association internationale ne pouvait être dirigée par une femme. Ça, c'était dans tous les pays. Et dans les rencontres politiques, il n'était pas concevable d'être représenté par une femme. Mais comme Bertha était pour l'égalité totale entre hommes et femmes, elle s'est quand même propulsée vice-présidente et dans les faits, c'est elle qui a organisé la fédération et ses publications. D'ailleurs, ses amis du mouvement l'appelaient le général en chef. C'est un comble quand même quand on est antimilitariste. La motion Caper Moneta Suttner, adoptée à Berne en 92, exprime la vision de l'Europe de Bertha von Suttner. Je cite: « La prochaine étape est là comme quelque chose de très concret, très accessible, détaché de toute généralité théorique et éthique. La construction d'une Union européenne d'États. Quelle que soit la forme choisie par l'Europe, fédération, confédération ou union d'intérêts, un pacte entre les nations est pour elle le seul rempart contre les guerres. Un tribunal d'arbitrage, le moyen idéal pour aplanir les différends qui ne peuvent manquer d'apparaître entre les nations. Une constitution est nécessaire pour établir le droit politique international et garantir ainsi le destin de l'humanité. Pour elle, il faut instituer des lois strictes et claires, européennes, voire internationales, qui régiront le monde et permettront un règlement pacifique des conflits inévitables, car il ne faut pas confondre conflit qui est la vie et guerre qui est la mort. Pour cela, il faut un organisme international du genre SDN. Et on sait qu'elle a été écoutée pour ce problème puisque la SDN a conservé toutes ses archives qui sont actuellement au palais de la bibliothèque du Palais de l'ONU à Genève. Cet organisme international est chargé de garantir le maintien de la paix et de régler les litiges entre États, ainsi qu'une force d'interposition genre casque bleu. Avant tout, il faut désarmer et elle ne craint pas d'interpeller les gouvernants. La participation au Congrès de la paix, c'est sa troisième forme d'intervention. Elle représente l'Autriche au Congrès de la paix de Rome en 92. C'était la première fois qu'une femme prenait la parole dans le Colisée. Puis à presque tous les congrès annuels de la paix, y compris aux États-Unis, à Boston en 1904, puis à nouveau en 1912. Les publications, à partir de 1895, elle a une intense activité politique, journalistique et épistolaire, publiant sans discontinuer brochures, articles, libelles, pamphlets et autres récits brefs dans un style virulent, répétant sans cesse qu'à l'inverse du proverbe « la force prime le droit », il faut imposer une autre maxime « le droit prime tout ».
Elle avait aussi une importante correspondance très volumineuse, entièrement de sa main, avec toute l'intelligentsia européenne de l'époque, défendant tous ces grands thèmes. Enfin, elle donne avec beaucoup de succès de très nombreuses conférences en Europe, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Scandinavie et en Amérique. Aucune en Autriche. Son but est invariablement le désarmement et l'aplanissement des conflits. Une petite insistance, en 1898, le manifeste du tsar Nicolas II, appelant au désarmement et à la réunion de délégués de tous les pays d'Europe pour un accord de paix définitif, mérite une attention particulière. Bertha von Suttner fit campagne pour la réalisation de la rencontre, ne craignant pas d'être tournée en ridicule par les caricatures. Très virulente à ce moment-là, mais mieux vaut une caricature que l'indifférence. C'est en mai-juin 1999 que se réunit la première conférence de la paix de La Haye. 99, facile à retenir aussi. Comme seule femme admise à cette conférence, Bertha a vécu là le sommet de sa gloire. Si elle ne pouvait assister aux séances plénières, elle tenait salon et les délégués comme les envoyés des journaux se pressaient autour d'elle pour échanger et faire évoluer les choses. Cependant, le résultat de la conférence ne fut pas à la hauteur des attentes, en grande partie à cause de la délégation allemande qui était complètement opposée à la paix. On se demande ce qu'ils faisaient à une conférence de la paix. On y organisa la guerre, la rendant, si l'on peut dire, plus humaine, selon les préconisations de la Croix-Rouge, nouvellement institutionnalisée, et on interdit l'emploi de certaines armes. Le tribunal international d'arbitrage vit le jour, mais il fut créé, mais il ne reçut jamais la signature des gouvernants. Bertha eut bien du mal à se remettre de l'échec de ce qu'il est permis d'appeler une utopie. En 1907 a vu se réunir la seconde conférence de La Haye. Celle-ci n'apporta que déception puisqu'il fut impossible d'inscrire la question du désarmement à l'ordre du jour et que les commissions ne se penchèrent que sur des questions, disons, humanitaires et des arrangements pour atténuer les méfaits de la guerre. Bertha von Suttner en fut très affectée, mais elle redoubla d'activités polémiques. Comme je vous l'ai annoncé d'emblée, elle reçut le prix Nobel de la paix en 1905. Même après son séjour éclair à Paris, elle a gardé d'étroites relations avec Nobel. Leurs échanges ont été fructueux pour eux et pour la paix. Elle a transformé le fabricant d'armes en militant de la paix. À la fin de sa vie, donc, Nobel stipula dans l'une des clauses de son testament qu'une partie de sa fortune devait récompenser celui ou celle qui aurait le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des congrès pour la paix. Toutefois, bien sûr, Bertha dut attendre 5 ans pour être lauréate parce qu'elle était une femme. Elle mourut le 21 juin 1914, soit une semaine avant l'attentat de Sarajevo, qui ruinait les espoirs de paix dans les Balkans et qui devait conduire à ce qu'on a appelé la Grande Guerre, c'est-à-dire plutôt une grande boucherie. Elle n'avait pas cessé de mettre en garde contre la course aux armements, sûre que l'aviation serait utilisée pour bombarder les populations civiles aussi, et prévoyant à terme l'utilisation du radium pour créer une bombe, avant-courrière de la bombe atomique. Comment aurait-elle surmonté ce désastre de 14-18, elle qui s'était tant démenée pour que gouvernants et politiques deviennent raisonnables et renoncent à leurs diatribes et menées belliqueuses et à l'insane obstination des militaires? Où était la raison dans ces combats fratricides? Stefan Zweig écrivait en juin 1918, justement cette femme dont on pouvait penser qu'elle n'avait que ces 3 mots, « bas les armes » à dire au monde, elle avait saisi à la racine, d'une main ferme, la pensée la plus profonde de notre temps. Elle ne reculait pas à réclamer ce qui était apparemment inaccessible. Elle a continué à remplir sa mission jusqu'au bout, puisque ses derniers mots, le 21 juin 14, furent « bas les armes, dites-le leur ». Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour la paix. Merci infiniment. Madame Bertheil, de vous être déplacée de si loin. Là, vous venez de Bretagne. C'est pas le bout du monde.
Oui, mais quand même, vous avez eu des épreuves rudes en plus, 4 décès, donc c'est assez éprouvant. Donc merci quand même d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, effectivement, donc le premier panel, les origines du mondialisme, hein, c'était vraiment en plein dans le sujet et c'était incontournable. Et sans Madame Marteil, on n'aurait pas eu cette belle présentation. Vous avez fait une bio, madame? Pardon? Vous avez fait une biographie? Absolument, oui. Ouais, très bien. Vous pourrez poser les questions aussi après. On va présenter Madame Larcher, Marion. Allez-y. Je vous laisse. Oui, je vous laisse démarrer, si vous voulez. Ah oui, pardon. Attendez, je vais juste vous montrer l'aspect technique. On devait avoir une télécommande, mais c'est ma propre télécommande que je vais vous donner. Merci. Alors, pour avancer, vous voulez gérer vous-même ou aller... Ok. Vous voulez tester? Merci. Par contre, c'est pas le... Non. Je sais pas si c'est assez grand. Ça fonctionne. Merci. Bien, bonjour à tous. Je remercie évidemment les organisateurs de cette journée, et notamment Nathalie Kessler. Alors, dans la lignée de ce qui vient d'être dit, mais un petit peu différemment. Alors, je m'excuse tout d'abord parce que je suis juriste, c'est un sacré défaut. Du coup, je vais essayer de rendre mon propos assez simple parce que malheureusement, je vais parler un peu de droit, puisque dans mon intervention, il va être question du projet de création d'une Cour mondiale des droits de l'homme. Alors, qui dit cour dit droit, évidemment. Alors, désolée si parfois mon propos sera un petit peu trop technique, je vais essayer de ne pas l'être. Et je vais surtout parler en fait alors pas d'une femme, désolée, d'un homme qui s'appelle René Cassin. Alors peut-être que vous en avez entendu parler. Ah, ça ne marche plus. On va faire sans le diapo. René Cassin, qui est donc un homme politique français, qui était diplomate, qui était juriste, et qui est l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui siégeait en tant que représentant français au sein de la commission qui a rédigé cette déclaration avec notamment Madame Roosevelt. René Cassin, pour moi, est un des grands penseurs du mondialisme. Alors peut-être, il ne l'a jamais dit comme ça, mais en tout cas, quand on le lit, c'est ce qu'on comprend. Pourquoi ? Parce qu'il avait la conscience déjà, après la Seconde Guerre mondiale, et lui, ayant lui-même vécu la guerre et étant lui-même paralysé suite à des blessures de guerre, il avait d'ores et déjà conscience que certaines défaillances étaient dues aux États, et notamment en matière de droits de l'homme, il avait cette volonté de créer un système international de protection des droits de l'homme qui s'imposerait aux États et qui viendrait combler les défaillances étatiques en la matière. René Cassin disait notamment ceci, alors je suis désolée, ça devait apparaître sur la présentation, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Il a dit ceci: « Je cherche à rédiger une déclaration internationale des droits de l'homme, mais aussi à préparer les moyens pratiques de la faire respecter sous le contrôle de la communauté des Nations Unies, par-dessus les vieilles souverainetés meurtrières. » Alors, cette citation, elle date d'avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est lui qui a impulsé, en tout cas en France, le débat sur la nécessité de rédiger cette déclaration. Alors la protection internationale des droits de l'homme, depuis 1948, depuis l'adoption de la déclaration, elle va nettement mieux. On a souvent tendance à être un petit peu négatif, mais en réalité, entre 1947, le moment où on a commencé à réfléchir à cette déclaration, et aujourd'hui, il y a désormais des mécanismes à l'échelle internationale qui viennent protéger nos droits fondamentaux, et la déclaration universelle a été le point de départ de cette protection internationale. Néanmoins, et là je vais être un petit peu moins
positive. La protection internationale des droits de l'homme aujourd'hui, elle souffre de plein de carences. Notamment, elle est inégalitaire puisque d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, on a plus ou moins une protection efficace des droits fondamentaux. La protection des droits de l'homme à l'échelle internationale, elle est aussi, et même si elle a très nettement été améliorée, elle est encore inefficace, elle est encore ineffective. Pourquoi ? Parce qu'elle dépend encore globalement et principalement de la volonté des États-nations. Il suffit de regarder l'actualité pour se rendre compte que cette protection, elle est ineffective. J'imagine que tout le monde a vu, presque tout le monde, il y a 2 semaines, les images qui ont été diffusées par le Times à propos des enfants qui meurent de faim au Yémen. Je vous signale que l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit